Donc, le 26 février de cette année, la dépêche vétérinaire a fait sa première de couverture sur les enjeux du pacte d'associés, considérant que c'est un sujet majeur pour la profession. Et donc, dans son numéro 176, tous les sujets ont été évoqués sur comment se prémunir de la maladie ou du décès d'un associé, les enjeux pour la profession vétérinaire. Suite à cet article, il y a eu un certain nombre de réactions de la part des vétérinaires. Et dans les échanges qu'on a pu avoir avec la dépêche vétérinaire, il nous a paru intéressant d'organiser ce webinaire sur le pacte d'associés, qui est un sujet important, parce qu'il permet d'assurer la pérennité et la gouvernance de la clinique vétérinaire face aux aléas qui peuvent arriver dans une clinique. Ça permet de prévenir les risques en anticipant et en préparant des solutions justement pour éviter qu'on ait des blocages en cas de sinistre au sein d'une entreprise vétérinaire. Et l'idée, c'est que ça doit protéger l'entreprise, mais ça doit également protéger les dirigeants et leurs familles. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Voilà. Alors, j'ai 2 slides sur VetOptime, juste pour vous dire qui on est, et on ne va pas s'appesantir trop lourdement sur le sujet, et c'est juste pour vous donner à peu près le contexte de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc VetOptime, on est le premier courtier 100% vétérinaire, premier courtier qui s'est spécialisé dans l'univers vétérinaire, et je vais vous donner la définition d'un courtier, ça va bien éclairer le sujet. Un courtier, il n'est pas affilié à une compagnie d'assurance. Un courtier, il est mandaté par son client pour choisir le contrat qui lui correspond le mieux. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un cabinet de courtage, on s'est penché sur le sujet assurantiel et on a traité le sujet dans l'univers vétérinaire, qui est un univers très particulier et qui nécessite des garanties qui sont spécifiques à cette profession. En termes de valeur, nous, qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui sur le marché? On apporte d'abord des produits qui ont été conçus dans l'intérêt des vétérinaires, et en tenant compte réellement des spécificités du métier. La deuxième chose qu'on apporte au milieu vétérinaire, c'est une relation basée sur la confiance et sur la proximité. Et on se positionne non pas que en tant que courtier d'assurance, mais en tant que société de service auprès des vétérinaires et de conseil. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'organiser ce webinaire autour du pacte d'associés, qui nous a paru être un enjeu majeur pour la profession, et qui est également en lien avec une partie assurantielle dont on va vous parler tout à l'heure. Et enfin, ce qu'on a constaté également globalement sur le marché de l'assurance chez les vétérinaires, c'est que soit les garanties n'étaient pas toujours bien adaptées, soit les tarifs n'étaient pas adaptés. Et donc nous, ce qu'on s'engage également, c'est à maintenir un équilibre entre la qualité des garanties et le prix, de manière à ce que le rapport qualité-prix des produits qui sont proposés par VetOptime soit au bénéfice de nos clients, tant en termes de garantie qu'en termes de tarifs. Voilà, donc ça, c'est les valeurs de VetOptime. Et pour résumer la façon dont on fonctionne, aujourd'hui, VetOptime, c'est 14 personnes, dont 8 personnes qui sont sur le terrain. Et sur les 14 personnes, il y a 11 personnes qui sont issues du monde vétérinaire. Donc moi, je m'appelle Christophe Rigaud, j'ai passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai terminé comme directeur de la business unit animaux de compagnie équine chez Zoetis il y a 4 ans, et j'ai quitté en mars 2018 pour monter VetOptime. Et vous voyez ici toute l'équipe, qui sont tous issus du monde de la santé animale. On a 2 vétérinaires, on a Daniel Huillier qui est sur la partie Loire-Bretagne et Aquitaine, et Olivier Arnoux qui sont des vétérinaires, qui ont rejoint l'équipe. Et tout le reste de l'équipe, que ce soit Xavier, Thierry, Marc, Grégory, François et Michel, sont des anciens de l'univers pharmaceutique qui se sont formés au monde de l'assurance. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on voulait des gens qui connaissent en fait vos problématiques, qui soient capables de comprendre les enjeux au sein du cabinet vétérinaire. Donc c'est ça, VetOptime. Alors avant de rentrer dans le pacte d'associés précisément, je voulais aussi vous présenter vos 3 experts qui vont interagir avec vous aujourd'hui. Donc d'abord, maître Bastien Pavec, qui est avocat à la Cour, qui se spécialise dans l'univers vétérinaire. Vous le voyez normalement sur Zoom, là, vous le voyez à l'écran.
Donc c'est lui qui va parler de toute la partie juridique et technique du pacte d'associés et qui sera à même de vous accompagner si vous avez des questions ou des demandes suite à ce webinaire. Ensuite, je vous présente Sybille Agrèche, qui est inspectrice régionale chez Swiss Life, qui est spécialisée dans la prévoyance emprunteur, qui est diplômée de l'ICOGES Paris 15e, et qui travaille dans le monde de l'assurance depuis 24 ans, et qui est juste à côté de moi. Voilà. Bonjour à tous. Voilà Sybille. Troisième intervenant, troisième expert qui nous rejoint, c'est Florent Maniveau, qui est également à côté de moi, qui est inspecteur régional chez Swiss Life, qui est spécialisé en prévoyance et en retraite, qui est diplômé, qui a un diplôme d'ingénieur patrimonial, et qui est chez Swiss Life le référent expert pour toute la partie sociale. Donc je pense que vous le voyez, voilà. Vous voyez ici Florent. Et Florent travaille dans le monde de l'assurance depuis aussi longtemps que je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc 30 ans. Voilà, donc voilà nos trois experts. Je vais maintenant passer la parole à Bastien, qui va du coup parler de la partie technique de l'aspect du pacte d'associés. Alors concernant, juste avant qu'on démarre tout ça, concernant les questions, ce que je vous propose, c'est que vous avez un chat qui peut s'ouvrir en bas. Normalement, il y a un petit onglet sur la barre de menu, vous allez trouver discussion. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Voilà. Alors, on va passer à la slide suivante. Et Bastien, je te prie de bien vouloir, s'il te plaît, brancher ton micro. C'est bon de mon côté. C'est bon de ton côté? On y va. Alors, on va commencer par la base, le sommaire. On va commencer par présenter rapidement ce qu'est un pacte d'associés. Je dis bien rapidement parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une idée de ce dont on va parler. On va revenir ensuite sur l'utilité concrète d'un pacte d'associés pour une clinique vétérinaire. Les particularités d'un point de vue juridique que présentent ces pactes d'associés quand on est dans un contexte veto. Dans une quatrième partie, on aura les principales clauses à envisager. C'est là que je passerai la parole aux experts de Swiss Life sur des aspects assurantiels qui peuvent être assez liés au pacte d'associés. Et on finira sur des questions plus classiques relatives à l'efficacité juridique d'un pacte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si jamais le pacte n'est pas respecté par un associé. Et on en reviendra enfin sur les aspects pratiques avant de conclure cette présentation. Si tu peux passer la première slide, s'il te plaît, Christophe. Parfait, merci. Alors, qu'est-ce qu'un pacte d'associés? Comme vous le savez sans doute, toute société vétérinaire a forcément des statuts. C'est un document obligatoire qui vise à déterminer les caractéristiques essentielles, typiquement la forme sociale, est-ce qu'on parle d'une SAS, d'une SEL, d'une SCP, l'objet, le nom ou encore le siège de votre société. Mais à côté de ces statuts, vous pouvez également avoir un pacte d'associés qui est fondamentalement un contrat et qui présente plusieurs avantages sur lesquels je reviendrai plus en détail après, notamment le fait que c'est un document qui présente une grande souplesse et qui vous permettra vraiment de faire du sur-mesure, mais également le fait qu'il s'agit d'un document confidentiel, sous réserve bien sûr de l'obligation de le communiquer au CROV territorialement compétent. Le pacte d'associés, pour revenir un peu sur sa définition, c'est un contrat qui permet de contractualiser les rapports internes entre associés et en pratique, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est un outil de prévention des risques qui peut, le cas échéant, être couplé avec des aspects assurantiels. Donc, quel est l'intérêt d'un pacte d'associés? Dans cette slide, j'ai repris 3 arguments qui sont souvent avancés par mes clients ou par ceux du cabinet Delsol dans lequel j'interviens en qualité de collaborateur libéral. Premier argument, c'est le manque de temps. Le second, c'est le fait que c'est une source de coût. Et le troisième argument, c'est le fait qu'on a déjà des statuts. Sur le premier point, je tiens juste à insister sur le fait qu'un pacte d'associés bien fait, ça peut permettre d'éviter de perdre du temps lorsqu'il y a un problème
qui arrivent, ou lorsqu'un risque se réalise, typiquement les risques de maladie, d'invalidité qu'on verra ensuite dans la présentation. Et ça peut également permettre d'éviter des coûts, typiquement les coûts liés à un contentieux. À titre et je pense que l'intérêt principal d'un pacte d'associés pour une clinique vétérinaire, notamment quand on parle de cliniques qui ne sont pas dans des réseaux ou des groupes, c'est d'éviter des situations pratiques de blocage. Par exemple, dans l'hypothèse où un associé décéderait ou ne serait plus du moins en mesure d'exercer, on pourrait se retrouver, par exemple, une société où les associés sont à 50-50, dans une situation où les décisions sociales ne peuvent plus être prises normalement. Et dans ce cas, si on n'a pas anticipé les choses dans un pacte d'associés, on risque de devoir aller devant le tribunal pour désigner un mandataire ad hoc, ou pire encore, dans l'hypothèse d'un décès, on pourrait se retrouver dans une situation où les actions ou les parts sociales de l'associé décédé seraient transférées à des héritiers mineurs. Et dans ce cas, on devrait faire intervenir le juge des enfants ou le juge des tutelles pour prendre les décisions sociales. Pour être encore plus pratique, on va voir juste après 2 cas pratiques liés au monde veto. Le premier cas pratique, c'est le cas tout simple où un associé souhaite partir. Et là, la question qui va forcément se poser, c'est la valorisation des parts. Et le problème particulier qu'on constate actuellement dans le monde vétérinaire, c'est que les parts sociales et les actions de clinique sont actuellement valorisées à des niveaux assez élevés. Donc, si jamais votre associé veut partir et que vous ne trouvez pas un accord à l'amiable sur le prix, vous risquez d'être dans une situation où vous allez devoir faire appel à un expert ou à un tiers estimateur. Et celui-ci, c'est assez simple, en fait, il va regarder les pratiques de marché, il va constater des prix très élevés, il risque donc d'évaluer les parts à des montants assez faramineux. Donc le risque, c'est d'être dans l'impossibilité de racheter les parts sociales à ce prix ou de se retrouver dans une situation où le niveau d'endettement de la clinique devient difficilement supportable. Dans ce cadre, un pacte d'associés peut être très utile pour convenir par avance d'une méthode de valorisation qui devra permettre de racheter, de définir un prix qui soit supportable pour les associés qui restent en place, évitant ainsi les risques de contestation et permettant ainsi à la clinique de poursuivre son activité normalement. J'ai ensuite inséré un second cas pratique dans cette présentation, qui est le cas où un associé ne serait plus en mesure d'exercer temporairement ou définitivement, par exemple du fait d'une morsure grave, morsure de chien, morsure de chat, peu importe. Si on n'a pas de pacte d'associés, on risque de se poser le jour J un grand nombre de questions. Typiquement, comment je fais pour le remplacer? Qui prend en charge la rémunération de son remplaçant? Est-ce qu'on maintient la rémunération de l'associé libéral alors qu'il n'est plus en mesure d'exercer? Quid si cet associé était tellement bon, tellement connu que les clients venaient que pour lui? Comment on fait pour couvrir la perte d'exploitation qui tient au fait qu'il n'est pas en mesure d'exercer? Et c'est des sujets qu'on peut anticiper dans un pacte d'associés. On reviendra là-dessus plus en détail dans la 4e partie du webinaire, mais il y a toute une série de clauses qu'on peut prévoir pour tenter d'envisager, d'anticiper ces difficultés. Et ça peut également être en pratique l'opportunité d'en discuter avec vos associés pour déterminer ce que vous voulez faire et dans quelle direction vous voulez aller. Alors, dans la slide suivante, j'ai voulu aborder aussi une question pratique que j'ai régulièrement. Je ne vais pas y revenir très longtemps. C'est est-ce que les statuts sont suffisants? La réponse courte, c'est qu'ils ne le sont pas en général. On peut avoir uniquement des statuts, légalement parlant, ça ne pose pas de problème, mais les statuts ne couvriront que très rarement toutes les possibilités. C'est pourquoi je recommande généralement de compléter les statuts par un pacte d'associés, notamment pour prévenir les difficultés pratiques que j'ai abordées juste avant. Par ailleurs, l'avantage du pacte d'associés, c'est que c'est un document qui est confidentiel, sous réserve là encore de la notification à l'ordre, ce qui permet par exemple de définir une méthode de valorisation dans un pacte d'associés sans que n'importe qui a accès à Infogreffe en ait connaissance.
on en arrive enfin au point de savoir quelles sont les particularités des pactes d'associés dans le secteur vétérinaire. Donc là, peu important, voilà, merci beaucoup Christophe. Peu important l'avocat auquel vous recourez pour rédiger un pacte, il faut qu'il ait en tête le fait qu'il y a des contraintes réglementaires propres au secteur veto. Typiquement, je l'ai déjà un peu abordé, il y a une obligation de communication à l'ordre de tout engagement liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession. L'ordre des vétérinaires tend à considérer que les pactes d'associés doivent être communiqués à ce titre. Je pense à titre personnel que c'est plutôt une bonne pratique de le faire. Ça peut éviter des difficultés ultérieures et en outre, ça permet de bénéficier, si le CROV compétent ne fait pas d'observation, d'une présomption de conformité du contrat aux règles déontologiques applicables aux vétérinaires. Et c'est la seconde grande particularité que je veux évoquer ici, c'est que les vétérinaires ne sont pas certes des professionnels de santé stricto sensu, mais sont tout de même soumis à des règles déontologiques strictes dont il faut tenir compte dans le pacte d'associés. Typiquement, il faudra que le pacte d'associés prévoie des clauses décrivant les modalités concrètes grâce auxquelles on garantira l'indépendance des vétérinaires dans les actes de médecine et de chirurgie des animaux, et plus largement dans les actes qui relèvent de votre profession. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie où on rentre un peu plus dans le concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre pacte d'associés? Dans cette première slide, j'ai évoqué des clauses qui visent à faciliter la gestion de la clinique. Typiquement, ce qu'on voit assez souvent, c'est des clauses qui prévoient des droits d'information renforcés pour tout partie des associés. Par exemple, des droits de communication de contrats, de décisions sur les décisions d'investissement, de documents justificatifs. Ça peut permettre d'ailleurs d'anticiper tout ce qui est assemblée générale ordinaire annuelle visant à approuver les comptes. Dans des sociétés plutôt de grande taille, on peut également trouver des organes ad hoc qui permettent de contrôler et améliorer la prise de gestion. On trouve par exemple des forums de discussion, des conseils de surveillance. Là encore, c'est des choses qui doivent être rédigées avec précaution pour être bien conformes aux règles déontologiques. On peut également trouver dans certains cas des droits de veto. Ça peut par exemple être le cas pour que les associés fondateurs gardent un certain contrôle sur les décisions d'investissement les plus significatives ou sur certains aspects qu'ils estiment clés dans la clinique vétérinaire. Alors, on en arrive ensuite à une autre série de sujets qui peut être abordée dans un pacte d'associés. C'est tout ce qui a trait à l'anticipation des risques. Donc, les risques, c'est classiquement le risque d'accident, le risque de maladie, d'invalidité, de décès. Donc là, la question qu'il faut se poser, et qui est, je le reconnais, pas très drôle à évoquer avec ses associés, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a un problème, en fait? Et il vaut mieux, en fait, en discuter quand tout va bien et en amont, qu'en discuter dans la panique et dans l'urgence le jour J. C'est comme si vous avez un dégât des eaux, il vaut mieux être couvert par une assurance et avoir prévu la marche à suivre en amont que se dire le jour J, mince, j'ai pas d'assurance, je sais pas du tout que faire, et d'être dans une panique complète. Donc là, on va aborder plusieurs points que je vais aborder en partenariat avec les experts de Swiss Life sur les aspects assurantiels. Donc je pense que le plus simple, c'est d'aller directement à cette suivante pour aborder le cœur du sujet. Donc la première chose qu'on peut avoir dans un pacte d'associés, c'est une période de solidarité, c'est-à-dire une période pendant laquelle la société va prendre en charge tout partie de la rémunération de l'associé qui serait temporairement dans l'impossibilité d'exercer. Sur ce point, il y a eu une réforme dont il faut tenir compte. Cette réforme vous est plutôt favorable parce qu'elle prévoit que les vétérinaires, en tant que professionnels libéraux, ont le droit à une indemnisation par la solidarité nationale pendant les 3 premiers mois.
Je simplifie un peu, mais grosso modo pendant les 3 premiers mois. Et ce point peut être complété, c'est la slide suivante, dans le pacte d'associés, par une rémunération prise en charge par la société. Bon, la slide est un peu trop chargée, je pensais la simplifier, mais résume un peu les différentes questions à se poser. Typiquement, à partir de quand on assure la prise en charge, dans quelle proportion, pendant combien de temps et à quelles conditions. Et c'est là que je vais laisser la parole à Florent, qui est l'un des experts de Swiss Life, parce qu'il y a un lien qui peut être fait avec les contrats de prévoyance individuels. Florent, oui. Là, vous m'entendez bien. Donc, en effet, il y a eu la réforme de juillet 2021. Donc, c'est un aspect réglementaire, mais qui va avoir un impact, en fait, au niveau de vos contrats d'assurance de prévoyance individuelle. Notamment, il va falloir, par rapport à cette réforme, revoir dans vos contrats existants les franchises, évidemment, les garanties, puisque la sécurité sociale donc, va intervenir partiellement, et bien entendu, revoir tout ça pour que dans le pacte d'associés, vous ne vous retrouviez pas embêté, je dirais, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Alors, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'un contrat de prévoyance. Alors, les questions que vous vous posez souvent, par exemple, tout à l'heure, Bastien a parlé d'une morsure grave, vous ne pouvez plus opérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment votre contrat, en fait, va vous indemniser? Si tu peux cliquer, s'il te plaît. Donc, en fait, il va y avoir 2 questions à se poser au niveau de l'invalidité. Un, le barème d'invalidité qui va vous permettre cette indemnisation. Alors, on va dire 9 fois sur 10, vous avez un barème vétérinaire. Donc, c'est-à-dire que toutes les compagnies vont appliquer un barème vétérinaire en cas d'invalidité. Et puis, il y a des compagnies qui vont donc tout simplement appliquer un barème plus avantageux qui va être le barème chirurgien. Vous avez également la notion de reclassement. Alors, reclassement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, actuellement, donc, vous opérez dans le cadre de votre clinique. Vous pouvez exercer un travail administratif ou de toilettage, mais plus d'opération. La compagnie va tout simplement décider, en fait, d'arrêter sa rente invalidité, partiellement ou totalement, puisque vous pouvez être reclassé. Donc, pareil, en fonction de la qualité du contrat, il y a la plupart des compagnies, on va dire 90% des compagnies qui ont cette notion de reclassement, et d'autres qui vont faire abstraction. Ça veut dire que vous étiez assuré en tant que vétérinaire opérant. À partir de là, vous ne pouvez plus opérer. Votre rente invalidité n'est pas remise en question, même si demain, vous exercez une activité administrative. Pareil, on vous fait un cadeau, donc vous êtes content pour votre anniversaire, pour le Noël, vous avez un métier stressant, donc on vous propose de faire un peu d'adrénaline, un saut en parachute, plongée sous-marine. C'est l'article L113.4 du Code des assurances. Vous devez donc déclarer en fait cette activité dangereuse à votre assureur. Ce n'est pas à votre assureur à prendre contact avec vous, c'est à vous à le faire. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ça peut devenir un cadeau empoisonné, dans le sens où certaines compagnies, en fait, par rapport à un saut en parachute ou autre, en fait, vont l'exclure si vous ne l'avez pas déclaré. C'est-à-dire que vous ne serez pas assuré. Donc, sympa le cadeau. Donc, c'est bien d'être assuré dans un contrat de qualité que vous fassiez un saut en parachute, de l'escalade ou toute autre chose, ce soit tout simplement un cadeau que vous allez profiter pleinement sans avoir à aviser votre assureur. Autre point important, vous avez une surcharge de travail, des tensions familiales, vous avez un burn-out, ça arrive, ou ça peut même aller plus loin qu'un burn-out, mais je parle déjà le premier symptôme.
Qu'est-ce qui se passe en cas de burn-out? Il faut savoir que dans 95% des cas, en fait, vous avez une obligation d'hospitalisation. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas hospitalisé à minimum 1 jour ou 3 jours, ça dépend des contrats d'assurance, ça veut dire que vous ne serez pas indemnisé pour votre burn-out. Donc, l'arrêt de travail ne sera pas indemnisé. Pareil pour l'invalidité. Souvent, vous allez retrouver des franchises 3 jours hospitalisation dans un établissement spécialisé où il n'y a pas de place, très peu de place, c'est très compliqué. Vous ne serez pas indemnisé. Donc, il y a des contrats sur lesquels il n'y a pas cette notion d'hospitalisation, pas de condition. Du moment que vous êtes en burn-out, que votre médecin vous a déclaré en arrêt de travail burn-out, vous êtes directement indemnisé. Exactement le même problème pour les vétérinaires, notamment dans le monde rural, mais pas exclusivement. Vous avez des problèmes dorso-lombaires. Pareil, dans la plupart des contrats, vous avez une notion d'hospitalisation obligatoire. Si vous n'êtes pas hospitalisé, vous n'aurez pas le droit à l'indemnisation, donc la prestation pour laquelle vous avez payé. Vous avez cette fois-ci non pas un cadeau sportif, parce que ça aurait pu être autre chose, mais cette fois-ci vous pratiquez en club, vous pratiquez en fait un sport à adrénaline, le base jump. Il faut savoir qu'une personne sur 10 en général finit en vrac quand ils font du base jump. Donc pourquoi pas. La plupart des compagnies vont vous poser un questionnaire sport sur lequel tout simplement ils vont faire une exclusion. Ça veut dire que si vous faites du butt jump, si vous faites de la plongée sous-marine en club ou autre, ou de l'équitation, vous ne serez pas indemnisé, voire une majoration du tarif, mais il va falloir le déclarer. Il y a des compagnies, pareil, qui, cette fois-ci, vont vous couvrir toute activité sportive en club, sans majoration, sans questionnaire, c'est d'office dans le contrat. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire que dans la mise en place d'un contrat de prévoyance, et on va voir l'intérêt après, vous avez la réglementation en cours, mais vous avez également votre situation professionnelle. Qu'est-ce que j'entends par situation professionnelle? Un célibataire n'a pas les mêmes besoins de couverture qu'une personne mariée, ou un vétérinaire qui a des enfants ou pas d'enfants. Sa situation va être différente également s'il a des associés ou pas d'associés. Donc, lors de l'évolution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certes, vous avez choisi un contrat de qualité qui, on a vu via cette diapositive, vous permet de voir que vous avez choisi le bon contrat. Et derrière, ce n'est pas un long fleuve tranquille comme votre activité. Ça veut dire que vous pouvez vous fâcher avec votre associé, quitter, vous associer dans un autre cabinet. Vous pouvez divorcer, vous marier, avoir des enfants, et ce qui fait qu'en fait, votre contrat d'assurance, vous devez le faire évoluer. Donc, ça veut dire, 1, la mise en place, il faut choisir un bon contrat, et 2, lors de cette mise en place, tout au long de votre carrière, en fait, faire évoluer le contrat et que ce contrat soit modulable. Tout ça pourquoi? 1, c'est pour protéger votre entreprise. Qu'est-ce que j'entends par protéger votre entreprise? C'est-à-dire que, en fait, où vous allez être figurant, c'est-à-dire que vous allez subir les choses parce que vous laissez faire les choses, ou tout simplement vous êtes acteur, donc ça veut dire que vous allez optimiser votre protection, votre pérennité dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Pour moi, un chef d'entreprise, un dirigeant ou une dirigeante, donc vous, vétérinaire, vous êtes au gouvernail. Et quand vous êtes au gouvernail, en fait, vous avez devant votre console, vous avez des boussoles, différentes boussoles. Et votre boussole, c'est qui? C'est un avocat spécialisé qui va vous accompagner, qui va vous donner le bon indicateur quand vous lui posez des questions, qui va suivre la réglementation et vous mettre à jour, vous alerter sur la chose. Vous avez également votre banquier avec qui, bien entendu, vous faites des crédits, vous avez besoin de votre banquier lorsque vous avez besoin d'une ligne, mais vous avez besoin également d'un assureur qui va sélectionner les bons contrats en rapport qualité-prix, mais vous avez également besoin d'un expert comptable. Et toutes ces boussoles, en fait, chacun sont des spécialistes dans leur domaine,
Et ces boussoles, ben, c'est simple, elles sont devant vous, vous êtes au gouvernail. Et si vous avez des boussoles fiables, ben, vous allez pouvoir pérenniser votre entreprise facilement. Si votre boussole est un peu tronquée, ben, ça va être plus compliqué à prendre les bonnes décisions. Donc tout ça pour dire quoi? Un pacte d'associés, c'est très important, presque obligatoire quand vous avez des associés. Mais le contrat de prévoyance est obligatoire, puisque si vous avez une mauvaise prévoyance, le pacte d'associés peut se casser la figure. Donc, vous avez besoin d'avoir un contrat haut de gamme, modulable, parce que l'activité professionnelle, la vie privée n'est pas un long fleuve tranquille. Il va falloir moduler votre contrat au fur et à mesure. Et bien entendu, que ce contrat soit adapté, spécifique à votre profession. Petit aparté avant d'enchaîner sur la suite. Même pour des pactes d'associés, c'est assez important de les faire revoir régulièrement, tout simplement parce que la réglementation, les règles de déontologie, ou même simplement la position des autorités ordinales évoluent assez régulièrement. Donc, il peut être pertinent de réadapter les choses, pas forcément tous les ans, mais en tout cas assez régulièrement, ou dès que vous voyez qu'il y a une grosse évolution réglementaire ou dans la doctrine de l'ordre. Par exemple, actuellement, il y a des grands débats sur l'indépendance professionnelle, donc on peut s'attendre à ce que les choses évoluent dans un sens ou dans l'autre. Bon, fin de l'aparté. On continue sur tout ce qui est anticipation des risques. Là, on a parlé en fait du cas où le risque, la réalisation du risque se faisait, le risque durait pendant un temps de raison et on trouvait des solutions temporaires. Maintenant, la question qu'il faut se poser et qu'il faut adresser dans un pacte d'associés, à mon sens, c'est le sujet de qu'est-ce qui se passe si la situation s'installe dans la durée. Donc, typiquement, c'est la longue maladie, ça va être l'invalidité totale, ça va être aussi le décès. Bon, la slide est un peu trop détaillée, donc vous savez déjà quasiment tout ce que je vais dire, mais en substance, l'idée dans le pacte d'associés, c'est d'organiser par avance des mécanismes permettant de récupérer les titres sociaux, c'est-à-dire les parts ou les actions de l'associé qui soit est décédé, soit n'est plus en mesure d'exercer sa profession dans la société. En effet, vous avez besoin de pouvoir faire fonctionner votre société au quotidien. Il y a des règles de majorité en assemblée, il y a des conditions de quorum. Il faut bien que quelqu'un puisse prendre les décisions à vos côtés dans cette société. Et vous avez également besoin de quelqu'un qui fasse en pratique des actes vétérinaires à vos côtés. Si vous exercez en société, ce n'est pas pour exercer seul. Donc, il y a quelques points d'intention à avoir. Typiquement, les règles de détention du capital. Comme vous le savez sans doute, les associés vétérinaires exerçant dans la société doivent détenir, quelle que soit la forme sociale en cause, la majorité du capital et la majorité des droits de vote. L'autre point d'attention, on va le détailler dans la slide juste après, c'est les sujets de valorisation. Bon, sur ce sujet, évidemment, il n'est pas possible d'être exhaustif en si peu de temps, mais on va quand même essayer d'aborder les grands points. Il y a un peu, dans un pacte d'associés, l'un des grands enjeux, à mon sens, c'est de déterminer un prix, ou du moins une méthode de valorisation qui sera, comme je l'indiquais un peu plus tôt, acceptable pour les associés restants. Donc le scénario idéal, c'est le cas où on se met autour d'une table et on prévoit par avance un prix ferme par part sociale ou par action. Le souci de cette méthode est plus pratique que juridique, c'est que la valeur de la société peut fluctuer. Et donc, ce qui paraissait pertinent lorsqu'on a écrit le pacte peut cesser de l'être 1 ou 2 ans plus tard. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut comme prévoir un prix ferme, c'est de prévoir une réévaluation annuelle. Une autre méthode possible, c'est de prévoir une méthode de détermination du prix. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prévoir des critères qui soient aussi peu contestables et objectifs que possible, de façon à ce qu'en cas de départ d'un associé, notamment en cas de départ du fait d'une maladie ou simplement parce qu'il est décédé, on puisse appliquer cette formule le jour J et calculer ainsi le prix auquel les actions ou parts sociales vont être rachetées. L'objectif, là encore, c'est d'éviter de se retrouver à devoir
racheter les actions ou les parts de l'associé empêché, décédé ou partant à un niveau de valorisation qui serait celui pratiqué par les réseaux et groupes de cliniques. Le prix doit être suffisamment bas pour permettre le rachat et j'ajouterais doit être suffisamment bas pour ne pas créer un niveau d'endettement qui serait insoutenable pour les associés restants. Enfin, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord entre les parties ou dans l'hypothèse même où il y aurait un débat sur l'application de la méthode de valorisation de détermination du prix, on peut imaginer le recours à un tiers évaluateur. Cependant, il est préférable de l'éviter dans le contexte vétérinaire parce que ça ralentit le process, donc ça peut créer une période de temps pendant laquelle la gestion de la société est complexe, parce que vous n'avez pas encore réussi à vendre vos paris actions. C'est évidemment une source de coûts et cela peut conduire à une valorisation au titre des standards du marché. Donc, on retombe sur le problème que j'évoquais un peu avant. Voilà. Toujours sur l'anticipation des risques, un autre point qu'on peut éventuellement prévoir dans le pacte d'associés, c'est de prévoir que les associés ou la société elle-même souscrivent des garanties. Donc là, on parle de garanties croisées et de garanties femmes et hommes clés. J'ai inséré les définitions dans les slides, mais je ne pense pas qu'il soit pertinent que je revienne en détail là-dessus. C'est plutôt Sybille de Swiss Life qui en parlera. Au niveau du pacte, il faut simplement que la rédaction soit aussi précise et claire que possible, et notamment permette d'identifier là où les personnes clés aussi facilement que possible, tout en maîtrisant les aspects fiscaux qui sont assez complexes. Donc là, je pense que le plus simple, c'est que je te passe la parole, Sybille. Je pense que tu seras plus pertinente que moi là-dessus. Merci Bastien. Donc pour bien comprendre effectivement ce qu'est une couverture associée, je vais illustrer mes propos à l'aide d'un cas concret que j'ai vécu il y a quelques années en arrière. Donc j'ai eu affaire en fait à deux clients qui étaient de surcroît deux amis d'enfance, qui se sont associés et qui ont créé leur propre structure. La répartition du capital social, comme vous pouvez le voir à l'écran, faisait que Veto A détenait 49% des parts sociales et Veto B 51% des parts sociales. Ils avaient bien évidemment contracté un pacte d'associés dans lequel était notifié le fait que si malheureusement l'un des deux venait à décéder, l'associé survivant aurait la priorité pour racheter les parts sociales sans que les héritiers s'y opposent. Donc les années défilent et puis malheureusement, de manière tout à fait tragique, Veto B va décéder des suites et conséquences d'un accident de voiture et dans cet accident, malheureusement, il était accompagné de son épouse. Donc, ils avaient un seul héritier, un fils unique, qui au moment des faits se trouvait au Japon. C'est quelqu'un qui faisait de l'art, donc c'était un artiste. Donc pour Vetoa, il n'y avait pas réellement de problématique, puisque pour lui, comme je l'ai évoqué, il était prioritaire pour le rachat de ses parts. Sauf que l'héritier souhaitait que... excusez-moi, l'héritier souhaitait en fait obtenir les fonds très rapidement puisqu'il avait besoin d'argent. Donc pour ce faire, Vetoa est allé voir l'organisme financier avec les bilans de la clinique qui plus est, qui étaient très très favorables pour obtenir le financement. Sauf que c'était sans prendre en considération que Vetoa, 3 mois avant justement cette demande de financement, il avait subi un triple pontage cardiaque. Et au moment de sa demande, eh bien, il était inassurable. Et en France, vous n'êtes pas sans savoir que si vous n'obtenez pas la couverture emprunteur liée au prêt, eh bien, vous n'obtenez pas le prêt. Donc l'héritier avait laissé un laps de temps de 6 mois pour obtenir effectivement les fonds. Ce laps de temps est passé et l'héritier étant très impatient, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les 51% des parts sociales
au plus gros concurrent de la place. Ce qui fait que Vetoa s'est retrouvé avec un associé qu'il ne souhaitait absolument pas. Alors, ce que je suis en train de vous raconter là, ça pourrait arriver malheureusement à l'un d'entre vous si effectivement vous ne prévoyez pas cette couverture. La conclusion de cette histoire, c'est qu'effectivement, les deux associés, dès le départ, avaient bien prévu la transmission par le biais de ce pacte d'associés. Pour autant, et malheureusement, ils n'avaient pas prévu le financement du rachat des parts sociales. Donc, outre le fait que Vetoa ait perdu son ami d'enfance, eh bien, il s'est retrouvé du jour au lendemain sans son entreprise, parce que vous vous doutez bien que de se retrouver avec un associé avec lequel vous n'avez aucune estime, eh bien, il y a eu beaucoup de désaccords et de fait, Vetoa a fini par vendre ses parts à ce fameux concurrent. La couverture associée va également vous permettre de protéger tous les héritiers, donc les proches. Admettons que madame, au moment de l'accident, n'ait pas été dans le véhicule, elle serait devenue, de part de fait, l'héritière. Admettons qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Pour autant, dans la mesure où elle-même n'est pas vétérinaire, elle n'aurait pas pu rentrer au niveau de la clinique. Et de fait, la valeur de la patientèle au fil des années, eh bien, se serait vue décliner. On aurait pu avoir, dans ce même cas d'espèce, le fils, au moment de l'accident, être un enfant mineur. Et comme l'a évoqué Bastien tout à l'heure, eh bien, Vetoa se serait retrouvé face à un juge des tutelles. Et, entre guillemets, il aurait eu pieds et mains liés pour continuer son activité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le pacte d'associés est primordial, la couverture associée l'est tout autant, puisqu'elle va vous permettre, dans un premier temps, de pérenniser votre entreprise, mais surtout d'éviter l'intrusion d'un tiers au niveau de votre structure et bien évidemment de garder le contrôle de votre clinique. Dans notre exemple, vous avez également Veto B, que l'on aurait pu considérer comme un homme clé. Un homme clé, c'est quoi? C'est une personne, en fait, qui a une véritable expertise, qui a un véritable savoir-faire pour le bon fonctionnement de son entreprise. Donc là, on peut estimer effectivement que dans la mesure où Veto B avait un petit peu plus de part sociale, on pouvait le considérer comme homme clé. Là, l'enjeu, c'est qu'on va couvrir effectivement la pérennité de l'entreprise, mais le but étant en fait que si malheureusement il y a décès, la prestation sera versée au niveau de la clinique pour pallier à la diminution du chiffre d'affaires, voire à la baisse de la perte d'exploitation. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la couverture associée va permettre de couvrir les personnes physiques, alors que la couverture homme-clé va permettre de couvrir la personne morale, donc la clinique. Et ceci est important puisque, bien évidemment, vous allez en avoir un impact fiscal. Donc, si nous prenons la fiscalité de l'homme-clé, donc le souscripteur, c'est l'entreprise et l'assuré, ce sera l'homme-clé que vous aurez déterminé au moment de la souscription. Les primes d'assurance seront payées par l'entreprise et de fait, elles deviendront des charges. Et dans la mesure où ce sont des charges, elles sont déductibles. Donc, en France, quand vous avez un avantage à l'entrée, malheureusement, vous avez un inconvénient à la sortie, c'est-à-dire que si malheureusement, il y a décès, la prestation que l'on versera à votre clinique sera considérée comme un revenu exceptionnel. Donc, de fait, imposable à l'IS, sachant que cet impôt, malgré tout, dans certains cas, pourra être étalé sur une durée de 5 ans. Concernant la couverture associée, donc le souscripteur, c'est l'un des associés étant lui-même l'assuré. À ce niveau-là, vous avez deux possibilités. Soit, effectivement, c'est l'associé lui-même qui paye ses primes d'assurance. L'avantage, c'est comme les primes ne sont pas déductibles, eh bien, il n'y a aucune imposition. Maintenant, vous avez une deuxième solution qui consiste à dire que c'est la clinique qui va payer les cotisations d'assurance. Là, l'avantage, c'est qu'on aura la certitude que tous les associés payent bien leurs primes d'assurance.
et surtout que tous les associés sont réellement couverts. Pour autant, si vous optez pour cette deuxième solution, il faudra bien évidemment demander à votre expert comptable, voire votre comptable, de traiter cette demande comme un avantage en nature, voire un sursalaire. Dans les deux cas, que ce soit effectivement l'associé lui-même qui paye ses primes ou la clinique qui paye les cotisations d'assurance, dans la mesure où les primes ne sont pas déductibles, eh bien la prestation sera nette d'impôts et de succession. Bastien, je crois que c'est à toi. Effectivement. Alors, pour la suite, je vous rassure, on approche de la fin de cette présentation. Il y a 2 séries de clauses encore à avoir, qui sont là encore des clauses qui visent à anticiper des difficultés ou des sources de contestation qui pourraient ralentir ou bloquer l'activité de vos cliniques. Donc, la première série de clauses à envisager, c'est tout ce qui sert à anticiper la sortie des associés, hors les cas de maladie, d'accident ou de décès. Tous les développements qui sont là, ils sont à mettre en parallèle avec ceux qu'on a vus auparavant sur les règles de valorisation des actions et parts. Et un point important que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais que Grégory m'a indiqué par message privé et que je n'ai pas évoqué, c'est que les règles de valorisation qui sont définies dans le pacte d'associés ne valent qu'entre les signataires du pacte. C'est-à-dire qu'elles ne vous empêchent pas, si vous voulez un jour vendre à un réseau ou à un groupe, de proposer à ce réseau ou groupe une valorisation qui est différente de celle que vous avez convenue en interne. Le but de la valorisation prévue dans le pacte, c'est vraiment entre les associés eux-mêmes pour définir des modalités de rachat qui sont acceptables et tolérables tant pour eux que pour la société. Ceci étant précisé, vous pouvez prévoir en complément de ces règles de valorisation des clauses qui permettent d'anticiper la sortie des associés, par exemple des promesses unilatérales de vente ou d'achat. Ce type de promesse peut notamment servir en cas de mésentente entre les associés, je reviendrai dessus après. On peut également imaginer des droits de préférence ou de préemption. Donc là, l'idée est assez simple, c'est assez courant dans les pactes véto d'ailleurs. Si un associé souhaite cesser d'exercer, soit parce qu'il veut faire autre chose, soit parce qu'il part en retraite, par exemple, il va proposer à ses associés restants, il aura l'obligation de proposer à ses associés restants de racheter ses titres avant de pouvoir les céder à un tiers. Étant précisé qu'en matière vétérinaire, dans toutes les causes, les associés des sociétés vétérinaires ont un droit d'agrément, c'est-à-dire que vous devez donner votre autorisation pour que quelqu'un de nouveau intègre votre société. Par exemple, si imaginons que je sois vétérinaire et que je souhaite rejoindre votre société vétérinaire en achetant des titres, vous devrez, en assemblée générale, donner votre accord. Enfin, une clause qui peut être prévue pour anticiper les cas de sortie, c'est tout ce qui est obligation de non-concurrence et de non-débauchage. Là encore, c'est des types de clauses qui sont très courants. Cependant, leur rédaction doit être assez soignée parce que, par définition, ça porte atteinte à une liberté fondamentale, liberté du commerce, liberté d'entreprendre, et donc elle doit être vraiment limitée à ce qui est nécessaire à la protection des intérêts de votre clinique. Il y a donc des conditions de validité assez strictes à respecter. Et enfin, il y a une seconde série de clauses que j'aimerais aborder. Là encore, c'est de l'anticipation, anticipation de risque. Là, l'idée, c'est d'anticiper les différends. Moi, j'ai une culture assez contentieuse à la base, dans le sens où j'ai commencé à exercer en traitant des contentieux et litiges d'affaires. Pour autant, je pense qu'il est préférable d'essayer de privilégier une résolution amiable. À cet égard, il y a des obligations de conciliation entre vétérinaires, mais il est préférable de rappeler cela dans le pacte d'associés également, en prévoyant des étapes pour cette concertation ou conciliation préalable. L'idée concrètement, c'est de prévoir des étapes clés durant lesquelles vous allez échanger
avant de pouvoir initier un éventuel contentieux devant des juridictions judiciaires ou arbitrales. On peut également prévoir pour mettre fin, pour régler un différend, des clauses d'offres alternatives. Je ne vais pas détailler le sujet ici parce que c'est assez technique, mais ça peut être une bonne façon de sortir d'un contentieux. Dans l'hypothèse où la résolution amiable du litige que vous pourriez avoir avec votre associé n'aurait pas abouti, on peut également envisager dans le pacte des associés la façon dont le litige sera résolu. L'intérêt, c'est là encore de prévoir les choses par avance pour aussi que chacun puisse savoir par avance qu'est-ce qui va se passer si on ne résout pas à l'amiable le litige et quelles seront les conséquences et coûts pratiques pour chacun. En matière vétérinaire, je pense que les clauses d'arbitrage ne sont généralement pas adaptées. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est anticiper dans le pacte d'associés quel tribunal sera compétent. Ça permettra de simplifier les choses. Voilà, on a fini avec cette présentation des différentes clauses qu'on retrouve assez souvent dans les pactes vétérinaires. Dans cette 5e partie qui se résume à une slide, l'idée, c'est juste d'aborder, de se demander ce qui se passe si jamais votre pacte d'associé n'est pas respecté. En effet, c'est bien beau d'avoir un pacte d'associé, d'avoir un document juridique qui est bien rédigé, mais encore faut-il qu'en cas de problème, vous soyez en mesure de forcer les autres parties à l'exécuter. Donc là, en pratique, il y a des sanctions légales, mais qui sont souvent assez peu satisfaisantes. Typiquement, on peut agir devant le juge des référés pour lui demander de prendre d'ordonner à la partie qui aurait violé le pacte ou qui s'apprêterait à le violer, de prendre des mesures pour remédier à ce manquement ou ne pas le commettre. C'est cependant des procédures assez lourdes et qui auront un coût, notamment un horaire d'avocat. On peut également imaginer, si le manquement est déjà réalisé et a eu des conséquences dommageables pour vous ou pour votre clinique, de solliciter en justice dommages et intérêts. Mais ça va poser des difficultés, notamment d'un point de vue probatoire. Donc le plus simple, c'est d'essayer d'envisager dans le pacte d'associés des sanctions contractuelles. Typiquement, ce qui peut être pas mal, c'est de prévoir qu'une indemnité forfaitaire sera due par l'associé qui violerait le pacte. On peut également prévoir des astreintes conventionnelles. On peut aussi envisager, dès l'origine, une exécution forcée en nature. Exécution forcée en nature, c'est un peu du jargon. Ça signifie simplement qu'on pourra exiger en justice l'exécution de ce qui est prévu dans le pacte. Et ça veut dire également que l'associé ayant violé le pacte ne pourra pas s'en sortir simplement en payant une somme d'argent. Voilà. Et enfin, pour conclure ma partie, je voulais juste évoquer, merci Christophe, prendre un temps de recul en fait. Parce qu'on a vu, comme on l'a vu, il y a beaucoup d'aspects techniques à prendre en considération. Mais je suis assez convaincu que la mise en place d'un pacte d'associés et également la mise en place de pactes, de contrats de prévoyance ou de garantie croisée ou de contrats d'assurance de manière générale, c'est aussi une occasion assez unique de prendre du recul et de se poser des questions. Concrètement, c'est l'occasion de se mettre autour d'une table avec vos associés et de vous demander ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller concrètement, qui veut faire quoi dans la clinique, peut-être également identifier vos risques et la façon dont vous voulez les résoudre. Les aspects juridiques et assurantiels peuvent à cet égard être couplés avec des actions de formation, par exemple, typiquement pour prévenir les risques de morsures, de blessures, etc. Et bien sûr, une fois que vous avez déterminé là où vous voulez aller, vous, il faudra échanger avec des personnes qui s'y connaissent réellement sur ces sujets-là et qui prennent en compte les particularités de votre activité.
comme on l'a vu, il y a des vraies particularités juridiques dans le secteur vétérinaire qui doivent être prises en compte dans la rédaction du pacte, mais également dans la rédaction et l'exécution des contrats d'assurance. Je te donne la parole, Christophe, parce que je pense que c'est ta partie pour la conclusion. Merci, Bastien. Donc, pour conclure, voilà, ce qu'il faut que vous ayez en tête, je pense que ce sujet est quand même très important. Même s'il est important, même s'il est très technique et même s'il peut paraître complexe, il y a quand même des solutions relativement simples qui existent. Et il est important pour vous de prendre le temps en amont afin d'éviter les difficultés et afin de les anticiper pour que vous puissiez avoir des solutions après si jamais elles se présentent. On l'a vu, c'est quand même un enjeu majeur pour la gouvernance de l'entreprise vétérinaire. Hein. Et globalement, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 20% des cliniques vétérinaires qui ont un pacte d'associés. Et quand nous, on se penche du point de vue assurantiel sur ces pactes d'associés, on se rend compte que souvent, il y a des problèmes à certains endroits dans les rédactions. Donc, il y a des sujets qui sont correctement traités, mais d'autres sujets qui peuvent être améliorés. Et donc, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'information et de sensibilisation sur ces sujets-là, et notamment bien penser, ça c'est à vous d'anticiper ça, à tous les points clés qui sont majeurs, que sont la valorisation des parts, qu'est-ce qui se passe en cas de cession, de transmission, et penser à intégrer toute la partie assurantielle sur la partie prévoyance individuelle des dirigeants, prévoyance croisée également, avec les autres associés, de manière à prévenir les risques sur l'entreprise, sur le dirigeant, mais également pour sa famille. Enfin, je pense que vous l'avez compris, vous êtes une profession très spécifique, qui a des enjeux spécifiques et une façon de fonctionner qui est très différente des autres professions. Et donc, ça nécessite d'avoir des gens qui connaissent bien cet environnement. Et donc, il faut que vous vous entouriez d'experts, qui connaissent bien les spécificités de votre travail et qui sont capables de vous accompagner dans la rédaction. Et quand je parle d'experts, on en a parlé tout à l'heure, je pense à des experts juridiques, je pense également à des experts sur la partie comptabilité. On peut y associer... Je suis encore à la conférence, là, tu voulais quelque chose en particulier? Juste une petite seconde, il y a quelqu'un qui a un micro qui est branché. Oui, bon, écoute, c'est la fin. Oui, vas-y. Attendez, je regarde si je peux couper le micro. Ouais. C'est bon. Donc je disais, il faut s'entourer des experts qui connaissent bien votre métier. C'est important. Et donc, on parlait d'experts juridiques, comptables. On peut associer également un notaire dans certaines parties de votre activité. Vous avez également le SNVEL qui est également qui a une expertise dans un certain nombre de domaines. Mais n'oubliez pas également la partie assurantielle qui nécessite quand même que, par rapport aux spécificités de votre profession, il y a quand même des enjeux aussi à ce niveau-là. Pour terminer, je voudrais remercier les experts qui sont intervenus aujourd'hui. Donc, je vais remercier Bastien, Sybille et Florent pour leur intervention. Vous dire que si vous avez des questions complémentaires et que vous voulez nous recontacter dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, vous avez 3 solutions. Vous pouvez nous contacter directement sur notre site VetOptim, donc c'est vetoptim.com, vous allez trouver ça sur Internet très facilement. On a également un numéro de téléphone, le 01 77 66 40 89. Et sinon, vous nous envoyez un mail à contact@vetoptim.com et on pourra vous mettre en contact direct avec les différents experts que vous avez vus aujourd'hui ou d'autres si besoin.